Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Bon, Jeffrey, je vous avoue que quand j'ai eu le thème de votre chronique aujourd'hui, j'ai eu un peu peur. J'ai eu même très peur parce que déjà dedans, je suis pas douée du tout en pâtisserie. Mais alors les trompe-l'œil, moi j'ai l'impression que c'est pour les génies en la matière comme vous, ou pour les émissions de télé. Ça vous dit quelque chose, Julia? On va vraiment arriver à donner quelques conseils à nos auditeurs, sérieusement? Bien sûr, parce qu'en fait... J'ai vu un hot dog passer quelque part, voilà, c'est ça. Ouais, alors c'est pas un hot dog, c'est un trop dog, en fait. Un trop dog, tropézienne, en fait, avec le look d'un hot dog. Qui c'est qui a fait C'est moi. Ah, c'est vous. Je le fais bien ou pas? C'est toujours Julia. C'est vrai, j'adore. Donc un trop dog, ok. Non, mais en fait, le trompe-l'œil, c'est quelque chose qui est arrivé maintenant il y a 5-6 ans dans la pâtisserie. Alors, on va pas parler des wedding cakes, on va surtout parler vraiment des pâtissiers, que ça soit pâtissier de palace ou pâtissier de restauration. Ils font tous des trompe-l'œil. Tout le monde fait des trompe-l'œil. Ouais. En fait, je vais vous dire pourquoi. Je pense que déjà, on a tous envie de reproduire quelque chose qui existe. On trouve ça parce que maintenant, il y a l'ère des réseaux et de tout ce qui est Instagram. Donc, c'est très visuel en plus. En fait, c'est très visuel. Ouais. Et en plus de ça rapporte au souvenir. Ça veut dire que on se souvient tous d'avoir eu un hot dog, là pour le coup. Oui, puis pour les pâtissiers, c'est pas évident le hot dog en général. Donc ça vous permet de cuisiner quand même un hot dog. C'est un hot dog sucré, mais en fait, il y a pas mal de pâtissiers qui se sont prêtés au jeu et ça marche plutôt pas mal. Mais il y a eu des précurseurs, enfin je veux dire, ça date d'il y a longtemps, la pâtisserie trompe-l'œil? Alors ça date d'il y a une dizaine d'années. Il y a eu des précurseurs comme Christophe Michalak au Plaza Athénée. Il y a eu aussi Laurent Janin. Qui était le chef du Bristol, qui a sorti un citron givré qui était un peu fou. Voilà, c'est vraiment, ils ont pris cette forme du citron et c'était plutôt logique de faire des desserts comme ça. Et aujourd'hui, on a un Cédric Grolet, on a un François Perret. C'est vrai, en fait, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Et je crois que c'est aussi bon que beau, quoi. C'est ça en plus. Parce que moi, je peux vous faire un trompe-l'œil. Je suis sûre. Je peux arriver à faire, admettons, un œuf au plat en dessert, mais je suis sûre que ce sera dégueulasse. Mais c'est pas ça, c'est que moi, je trouve qu'on mange aussi avec les yeux. Et ça peut être délicat un trompe-l'œil parce que là, vous nous offrez par exemple un hot dog. Imaginez, j'ai pas envie d'un hot dog. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais en même temps, c'est plutôt sur le côté ludique. Ça veut dire que moi, je vois mon fils. Il est pas fan de la fleur d'oranger, pourtant il en mange 3-4 parce que en fait c'est de la tropézienne façon hot dog avec un beignet. Ça peut changer la perception qu'on a d'un produit justement. Pour les enfants, en fait, je pense que dans ce hot dog là, soi-disant sucré, il y a plein de brocolis, c'est ça, non? Il y en a pas, mais en fait, on peut faire ça pour les enfants et s'amuser en fait justement En fait, moi, c'est comme ça que je faisais avec mon fils qui voulait pas toujours manger. Il suffit de lui mettre un sourire en ketchup dans l'assiette avec des épinards, il va les manger en fait parce qu'il trouve ça drôle et ludique. Et je pense que si à la maison on arrive à faire par exemple des frites de carottes, et en fait c'est ce côté un peu ludique qui plaît aux enfants, donc je trouve que c'est un projet Séverine Pierron, ça vous inspire? Vous faites des trompe-l'œil à la maison? Absolument pas, moi je ne fais pas de cuisine, même pas de pâtisserie, mais je voulais juste quand même poser la question au sujet du nom. Le crop dog? Non. Alors le trop dog, tropézienne façon dog. Non, mais c'est vous ça vient de vous cette idée du trop. En fait, c'est simplement, en fait, la tropézienne. Quand on arrive vers le mois de septembre, tout le monde a besoin de soleil encore. Et pour ceux qui sont partis en Côte d'Azur, et en fait, qui mangent de la tropézienne, reviennent à Paris. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est toujours compliqué à manger. On va pas se manger des parts de tropézienne dans la rue. Alors que là, comme ça, c'est un côté pratique. On peut goûter, ça y est, on peut y aller. Bien sûr. Alors, est-ce que pendant qu'on goûte, Jeffrey, vous nous l'avez promis, de nous donner la recette de cette tropézienne en trompe-l'œil? Ah, je suis obligé de donner la recette de cette tropézienne. Grosso modo, elle sera pas aussi bonne que la vôtre. Moi, j'allais vous donner presque autre chose. Ah, ça veut dire que plus facile à faire à la maison. Faites-vous un croque-monsieur sucré. Et en fait, là, c'est pour le coup, il n'y a pas de recette. Vous prenez du pain brioché en tranches et que vous mettez à toaster dans un petit peu de beurre avec du caramel. Vous fermez, vous mettez dedans des tranches de fraises, un peu de ricotta au miel, un peu de sésame, et vous fermez ça et ça vous fait en fait comme un croque-monsieur façon sucrée.
C'est bon, hein, ce trop dog, c'est ça? Bah là, en fait, on a Il y a quoi? Ouais, non, mais il y a un petit caramel beurre salé dessus, là, non? C'est un caramel beurre salé à l'orange. Et en fait, on a un beignet à la fleur d'oranger et une crème à la fleur d'oranger au zeste d'orange. Le beignet, je le trouve pas très gras. Il est bien hein, comme ça, je Et trouve. pourtant, il y a du gras. C'est gras, ça? À chaque fois, vous me dites. C'est pas très gras, c'est pas très sucré. Bah, Si, il y a du gras. Et on peut les trouver où, ce genre de pâtisserie? À part chez vous, mais je veux dire, les pâtisseries trompe-l'œil. On peut en trouver un peu partout maintenant. On en trouve chez Cédric Grolet, on en trouve en province, mais on peut en trouver chez Sébastien Bouillet, chez Vincent Guerlet, et on en trouve aussi aux États-Unis avec Dominique Incel qui fait beaucoup, alors à Londres aussi, qui fait beaucoup de trompe-l'œil avec ses desserts. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Moi, je sais pas si j'y arriverai, mais vous avez retenu, vous, le croque-monsieur à la fraise. Qu'est-ce qu'on met d'autre encore dedans? Du pain brioché. Ouais, du pain brioché. Moi, j'ai fait une fois un trompe-l'œil, mais c'était pas voulu en fait. Un gâteau au chocolat qui ressemblait à un volcan en fait. Mais tout le monde s'en souvient, ça laisse des souvenirs, je vous assure. Est-ce qu'il était au moins coulant? Ah ouais, cool. Et ben voilà. Ouais, il y avait de la lave et tout. Non, Ça s'appelle une erreur, un accident de parcours, mais trompe-l'œil. Mais toutes les pâtisseries classiques, Oui. notamment le Paris-Brest et autres, beaucoup de desserts se sont faits par erreur avec les la sœurs tarte tatin Tatin. aussi, ouais. les Mais sœurs vous Tatin. devriez voir Julia Vignali. Elle est en train de dévorer son trop dog derrière écoutez, son micro. Elle y va avec les doigts. Ouais, Tremper les doigts dans la crème. Quand on n'a pas de cuillère, heureusement, on a des doigts. C'est ça qui est génial. Je vous remercie. Franchement, Geoffrey, ça me rappelle mes meilleurs moments sur Le Meilleur Pâtissier. Qu'est-ce que j'ai pu manger des gâteaux et ça m'a rendu très heureuse. Vous avez du caramel plein les doigts. Ouais, oui, je sais, ça va pas m'empêcher de parler. Merci beaucoup, Geoffrey, pour Avec cette jolie plaisir. chronique. On a Avec pris plaisir. note de tous vos conseils. Avec mon expérience hors pair dans les gâteaux, je devrais quand même arriver à en faire quelque chose. Enfin, on verra, je vous enverrai quelques photos et vous me direz. Bref, la séquence tendance n'est pas terminée. On va s'immerger dans le monde des réseaux sociaux à présent et des filtres hyper à la mode chez les jeunes et pas que d'ailleurs. Et puis, on ira aussi faire un tour du côté des cheveux grisonnants avec des livres illustrés à partir de l'enregistrement des souvenirs des personnes âgées. C'est hyper tendance et on vous en parle sur Europe 1. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours très bien entourés avec Julia Vignali. Nos 3 chroniqueurs du jour sont avec nous en studio et on va continuer cette séquence tendance. On va aller tout de suite dans le monde mystérieux, parfois pour nous, des réseaux sociaux. On y est, hein, bien sûr, Julia et moi, mais personnellement, j'y comprends pas toujours grand-chose. Heureusement qu'on a une bonne équipe derrière nous, n'est-ce pas, Julia? Séverine Pierron, on a besoin de vous pour y voir plus clair. Vous allez nous parler des filtres Instagram et Facebook. Donc ces filtres pour améliorer, a priori, les photos. D'ailleurs, la semaine dernière, on a appris que Facebook allait changer de nom en plus. Alors oui, ça vous a pas échappé. Oui. Facebook change de nom. Facebook va s'appeler maintenant Meta. En fait, Facebook est une société, comme vous le savez, américaine, fondée par Mark Zuckerberg. En fait, en ce moment, cette société est un petit peu sur la sellette aux États-Unis, notamment à cause d'un rapport interne et d'une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Haugen, qui est une ancienne cadre de Facebook, qui a passé une des auditions devant le Sénat américain. Et en fait, le problème, c'est que, si vous voulez, tous ces filtres améliorants, embellisseurs que l'on trouve notamment sur Instagram sont accusés, et cette enquête interne le révèle, d'encourager en fait chez les jeunes, plutôt femmes, les jeunes adolescentes, une mauvaise perception d'elles-mêmes. Et donc voilà, c'est quand même assez problématique. Et moi, je suis là un peu pour vous expliquer à quoi servent ces filtres, comment ça marche, et surtout, voilà, quels sont aussi les risques liés à tous ces filtres. Comment ça s'appelle d'ailleurs, la maladie à Oui, la dysmorphophobie, en fait, voilà. C'est une maladie psychique, en fait, qui c'est quand on a un décalage entre la perception qu'on a de soi-même et en fait la réalité. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des jeunes femmes qui se trouvent grosses alors qu'en fait elles sont tout à fait minces. Voilà, et ça force de regarder des nanas sur Snapchat et tout, et ça rend fou en fait ces films. Voilà, il y a même des scientifiques qui ont appelé ça la dysmorphophobie Snapchat il y a quelques années, parce que Snapchat c'est un des premiers. En fait, c'était une messagerie qui existe toujours, hein, mais c'est à l'orée des années 2010. Moi, c'est là que j'ai découvert les filtres avec mon petit garçon de 10 ans qui me montrait, alors même si lui n'y va pas régulièrement, mais il m'avait montré qu'il y a des filtres, on pouvait avoir l'air d'un lapin. Enfin, voilà, c'est vraiment le premier âge. C'était plutôt amusant. Hein, le premier âge des filtres, en fait, c'est avant que s'installe vraiment cette tendance des filtres embellisseurs. Au départ, c'était donc sur Snapchat plutôt des petites oreilles de lapin, c'était plutôt ludique. Et puis, avec l'avènement, si vous voulez, d'Instagram, c'est-à-dire vraiment avec l'avènement des smartphones, quand tout le monde s'est mis à se prendre en photo,
photos. En fait, les filtres embellisseurs étaient partout, si vous voulez. Et maintenant, c'est difficile de poster une image de soi qui ne soit pas retouchée, en fait. Mais ça rend vraiment plus beau. Racontez-nous comment ça marche, ces filtres. Alors, les filtres embellisseurs, donc il y a plein de sortes de filtres, évidemment. Donc, c'est plutôt sur Instagram et TikTok que sur Facebook. Et ces filtres, en fait, il y a plusieurs techniques. Par exemple, on a un lissage automatique des traits. Donc, on n'a pas besoin du chirurgien esthétique qui était là tout à l'heure. On prend un filtre et hop, alors voilà, le lifting est naturel. Alors lifting, je sais pas, mais par exemple, ça peut lisser le teint, ça peut vous agrandir les yeux, vous grossir la bouche. C'est un peu ces traits qu'on retrouve sur toutes les photos de toutes les stars. D'ailleurs, il y a des journalistes américains qui ont inventé cette phrase, ce terme de visage Instagram, c'est-à-dire cette espèce de nouveau standard de beauté, de nouveau visage. Police, grands yeux, grosse bouche, quoi. C'est ça, à peu près. C'est en fait, si vous voulez, comment ça fonctionne, les filtres, en fait, c'est une intelligence artificielle qui calcule des points sur votre visage et qui les recompose. Et généralement, elle les recompose pour former cette image un peu idéalisée, qui est un nouveau standard avec les grands yeux, le petit nez, la grosse bouche. Mais par exemple, les nanas Emily Ratajkowski, Kendall Jenner ou Bella Hadid, c'est ça maintenant. C'est exactement, c'était cet idéal en fait physique qui s'impose sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, les jeunes, mais nous aussi, on passe du temps sur. J'allais vous dire, même les adultes, certains adultes que je connais, dans mon entourage, sont devenus accros à ces trucs-là. Ils postent pas une photo sans avoir fait appel à ce genre de filtre. C'est maintenant assez difficile de montrer son visage dans la banalité, dans l'ordinaire de son visage sur les réseaux sociaux. Parce que certaines, elles mettent, genre aujourd'hui, c'est sans fard, sans maquillage, mais alors avec beaucoup de filtres. Genre no make-up. No make-up, c'est ça. Non, le make-up, no make-up, ça existe. Et en fait, si vous voulez, par exemple sur TikTok, qui est le nouveau réseau social qui cartonne, il y a quand même 1 milliard d'utilisateurs mensuels de ce réseau qui est très prisé des ados. C'est vraiment le réseau préféré des 15-25. Sur TikTok, par exemple, quand vous enregistrez une vidéo, parce que sur Instagram, c'est plutôt les selfies, mais sur TikTok, c'est aussi en vidéo, c'est-à-dire que vous vous filmez et automatiquement, en fait, l'intelligence artificielle va modifier votre visage. Même de moi en bougeant. C'est-à-dire, je bouge, sûr. mais je suis filtrée tout le temps, quoi. C'est incroyable, ça me suit, quoi, le truc. Voilà, le truc suit. Et donc, par exemple, vous avez, par défaut, dans les fonctionnalités de TikTok, vous avez un lissage à 30%. Wow, c'est-à-dire que quand vous prenez votre téléphone, que vous ouvrez TikTok et vous filmez, en fait, vous trouvez beau parce que vous êtes amélioré tout le temps. Ce n'est pas vous, en fait. Et on peut pousser jusqu'à 80%. Alors après, il y a plein de fonctionnalités. On peut blanchir les dents, on peut complètement se transformer. Mais ça, j'imagine, Séverine, que ça a un impact sur la réalité et donc sur notre image de nous-mêmes, non ? Bien sûr, ça peut être un peu problématique quand justement cette espèce de moi tyrannique, ce reflet idéalisé qu'on trouve dans son appli Insta, TikTok, c'est quand on peut plus finalement supporter le visage que l'on a réellement. Mais à la limite, nous, c'est une chose, mais comment on fait avec nos ados ? Ouais, s'ils deviennent accros à ces images augmentées, comment on réagit ? Alors évidemment, il faut en parler. D'abord, il faut évidemment savoir ce qui se passe sur leur réseau, un peu discuter avec eux, et puis ça peut être simplement... ça peut ne pas être grave aussi. C'est-à-dire que si ça devient complètement extrême et qu'il y a une souffrance terrible, que l'ado ne peut plus supporter son visage. En plus, l'adolescence, c'est vraiment un moment de transition, donc c'est assez compliqué. Le visage change, le corps change. Et voilà, si ça devient vraiment une grande douleur et que, par exemple, l'ado veut consulter pour aller voir un chirurgien esthétique pour transformer son visage, là, ça peut être quand même un petit peu problématique. Ça nous met la puce à l'oreille. En effet, il faut discuter avec l'ado et parfois même consulter. Eh bien, merci beaucoup Séverine. On n'en est pas encore là, heureusement, mais merci de nous avoir alertés. On va Moi, je prendrais peut-être les filtres une fois que j'aurai testé les desserts en trompe-l'œil de Jeffrey Cagne. Ouais, comme ça, je mets un filtre et le dessert, il a l'air beau. Mais tellement. Et le mini-lifting, vous le faites quand ? Oui, c'est ça. C'est une vanne, évidemment, vous n'en avez pas besoin. Avec vous, à présent, Cécile Coumeau, nous allons maintenant parler histoire de famille, avoir secret de famille. Vous êtes, je le rappelle, notre chroniqueuse pour les quinquas et plus, et vous avez repéré une tendance qui séduit en fait un peu toutes les générations. C'est le fait de créer un livre personnalisé à partir des souvenirs d'une personne âgée. Alors expliquez-nous. Oui, en fait, ce concept part d'une idée simple. Vous savez, les petits-enfants, ils adorent quand leurs grands-parents leur racontent des histoires de leur enfance. Alors pour que ces témoignages finalement ne se perdent pas, il existe maintenant des solutions, des technologies très très bien faites qui permettent de concevoir un livre avec texte et images, bien sûr, photos,
totalement personnalisé. Alors raconter l'histoire de toute une vie, Cécile, la mettre en forme, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Ça marche comment précisément? Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas la peine d'être écrivain pour se lancer là-dedans. Il existe en fait plusieurs formules, mais j'en ai repéré une qui m'a semblé particulièrement pratique. Ça s'appelle Entouréo. Alors concrètement, vous commandez un coffret dans lequel vous avez un micro-cravate. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à une plateforme internet et à enregistrer vos souvenirs, comme nous l'explique Thomas Delage, le cofondateur d'Entouréo. C'est une retranscription mot à mot, et derrière, c'est la famille qui va pouvoir plus ou moins remanier le texte selon ses envies. Donc certaines familles aiment beaucoup rester très proches de l'oralité, et on a d'autres familles qui souhaitent avoir quelque chose de beaucoup plus littéraire, et qui du coup vont passer du temps à remanier le texte, à faire des jolies phrases. C'est vraiment un choix qu'on laisse à la discrétion des familles. Mais Cécile, est-ce que l'aspect technologique constitue pas une barrière pour certaines personnes âgées? Imaginez ma grand-mère aller se connecter sur une plateforme comme ça. Mais oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ont conçu en fait deux formules. Soit la personne fait sa biographie toute seule parce qu'elle est capable, soit ce sont les enfants ou les petits-enfants qui prennent les rênes en fait. Et c'est cette deuxième option qu'Océane, que j'ai interviewée, et ses frères et sœurs ont choisi pour leur grand-mère de 92 ans. Et ils ont été frappés par la vivacité de ses souvenirs. Elle nous a raconté la Deuxième Guerre mondiale, de ses yeux d'enfant qui a traversé le Nord-Pas-de-Calais à pied pour s'éloigner des bombardements. Elle nous racontait des détails de quand elle avait 8 ans, des Anglais qui descendaient en parachute dans le Nord-Pas-de-Calais. Finalement, la mémoire était assez vive. Alors, vous avez bien compris, le but, c'est d'éditer un livre, bien sûr, de laisser une trace, d'avoir un objet comme ça pour toute la famille. Mais au-delà de l'objet, finalement, vous voyez que ce sont en fait les temps d'enregistrement qui prennent aussi toute leur valeur. C'est des moments en fait d'intimité qui sont des vrais temps de rencontre, même si on se connaît entre grands-parents et petits-enfants, mais des vrais temps de rencontre, comme nous le confie Océane. On a découvert des choses sur elle, par exemple sur ses petites histoires d'amour avant mon grand-père. Sur leur sortie au bal, les manières dont s'arranger les choses entre les couples, l'accord des parents. Tout ça, c'est finalement l'ère avant la contraception. Mais Cécile, poser des questions intimes à son grand-père ou à sa grand-mère, c'est pas si simple quand même. Non, vous avez raison, c'est ce que je me suis dit aussi d'ailleurs. Et il faut reconnaître qu'on a l'impression aussi, on se dit, bon, on va écouter la 15e... la 15e histoire, qui est toujours la même... La même anecdote qui nous répète depuis des années. Et c'est pour ça que non, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que Entouréo, en fait, il vous donne un cadre, il vous prend par la main. Le fait d'avoir un guide d'entretien, le matériel d'enregistrement, donne quelque part une posture quasiment journalistique en fait à la famille. Il y a un autre aspect qui est important, je pense, dans la manière dont nous avons structuré les guides d'entretien, c'est qu'on commence par proposer à la personne de parler pas forcément d'elle-même, mais d'abord de ses parents, de ses frères et sœurs. Et en fait, c'est un bon moyen de rentrer petit à petit dans l'intimité. J'imagine, Cécile, que cette expérience fait du bien à tout le monde, non? Oui, c'est pour ça que je dis c'est intergénérationnel. La personne âgée est très heureuse de raconter son enfance. Et le jeune est également... réaliser ce livre, ça permet de savoir davantage d'où l'on vient. D'ailleurs, Entouréo est labellisé entreprise solidaire d'utilité sociale. Et Océane a très bien compris cette utilité. C'est vrai qu'on a l'impression... comme si elle avait toujours été grand-mère, quoi. De se dire qu'elle aussi, elle a été jeune, et ça remet aussi un petit peu en exergue à quel point elle doit pouvoir parfois souffrir de l'âge qui passe, de sa perte d'autonomie, des choses comme ça. Bon, Cécile, on va revenir à des choses bassement matérielles. Combien ça coûte tout ça? Alors, chez Entouréo, le kit de départ, là, dont je parlais avec le micro-cravate, mais aussi la mise en page, l'impression d'un premier livre, c'est 99 €. Mais là, ils sont en train d'élaborer des nouvelles formules totalement avec un smartphone où on n'enregistre pas avec micro-cravate. Et là, ce sera moins cher. Et juste une dernière petite chose que je voulais préciser. Tous les enregistrements vocaux, les photos, les recettes de cuisine, enfin, toute la vie familiale reste sauvegardée dans un espace sécurisé comme un petit trésor. C'est trop bien. Merci clair. beaucoup, Cécile, pour cette découverte. Honnêtement, je trouve ça vraiment génial. Et puis en plus, ça donne des idées de cadeaux, je trouve, pour les grands-parents. Noël approche, en plus. Donc on va y penser. Merci à tous les trois. On a passé un bon moment grâce à vous, comme à chaque fois. Donc cette émission touche à sa fin. Et on va se retrouver, bien sûr, lundi à 11h, Mélanie. Et de quoi va-t-on parler? Alors lundi, Julia, moi, je sais pas, j'étais en train de penser, c'est vraiment chouette de travailler avec vous. Oh, mais c'est adorable. Mais moi aussi, je suis ravie de travailler avec vous. Eh bien, c'est parfait. Ce sera notre sujet dans l'émission. On parlera de bienveillance au travail. Elle booste la productivité, facilite les échanges entre les gens. C'est vraiment tout bénef pour tout le monde, pour les entreprises et pour nous. Alors voilà, ça sera notre sujet lundi. Et puis, Mélanie, il y aura toujours de nouveaux sujets tendances, de la santé, de la gastronomie. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.